Alors nous sommes cette fois dans la deuxième, le grand 2 de ce chapitre 3 sur les séries de Fourier, et on va parler justement de ce que c'est qu'une série de Fourier. Alors, l'idée ici c'est que déjà on va adopter un point de vue très légèrement différent de cette histoire de somme et de cosinus et de sinus, en fait qui est totalement équivalent, mais ça va nous simplifier un petit peu la vie. C'est-à-dire que, là c'est une partie légèrement introductive à ce grand 2, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer désespérément d'écrire une fonction comme une somme de an cosinus nx plus bn sinus nx, on va plutôt essayer d'écrire sous la forme d'une somme des cn exponentielle inx. Donc la question c'est f étant donné, est-ce que je suis capable de dire que f de x s'écrit comme la somme des cn exponentielle de inx? Alors ici en fait, on va revenir à ça, mais on va sommer sur n appartenant à z. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser... Il est équivalent de regarder les cosinus nx et sinus nx avec n positif et de regarder les exponentielles inx grâce aux relations qui vous disent que cosinus x est exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2, et vous avez aussi une relation pour sinus. Donc on reviendra à ça, mais pour le moment on va changer un peu de point de vue et on va se demander quand est-ce que je peux écrire une fonction sous cette forme-là. Et donc on va d'abord s'intéresser pendant un petit moment à la fonction qui a x associée exponentielle inx. L'idée, pour approcher ce problème, ça va être de se demander si ces fonctions-là sont une base. Alors, c'est un petit peu bizarre. Qu'est-ce que j'entends par là? Imaginez que vous êtes dans un espace vectoriel de dimension finie. Vous êtes dans R2, par exemple. Bon, eh ben vous savez qu'il y a des vecteurs qui sont assez agréables. Par exemple, le vecteur 1, 0 et 0, 1. Parce que vous pouvez prendre n'importe quel vecteur et le décomposer sur ce qu'on appelle une base. Ça, c'est une base de R2. Donc c'est une famille qui est à la fois libre et génératrice. Donc tout vecteur peut s'écrire comme une combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Et d'ailleurs, on y reviendra, si je cherche à écrire, si j'appelle ce vecteur-là E1, ce vecteur-là E2, chaque vecteur x, j'ai une manière de le recomposer connaissant comment il se projette sur chacune de ces directions. C'est-à-dire que je peux écrire que x, c'est x scalaire E1, E1, plus x scalaire E2, E2. Autrement dit, vous pouvez reconstruire x connaissant le produit scalaire qu'il a avec le premier vecteur de base et le produit scalaire qu'il a avec le deuxième vecteur de base. C'est une évidence schématiquement, mais voilà, le x scalaire E1 il est là et le x scalaire E2 il est ici, et en sommant ça, en mettant ses poids devant E1 et E2, vous retombez sur x. Et donc le point de vue qu'on va avoir, et c'est absolument un très beau point de vue, ça fait beaucoup de points de vue, mais c'est une très jolie idée mathématique, c'est qu'on va voir une fonction f comme un vecteur de l'ensemble des fonctions de pi périodique et continue par morceau, et on va se demander si on est capable de la décomposer selon une certaine base. Alors, il y a de très grosses difficultés qui interviennent, c'est qu'on n'est pas du tout en dimension finie, si on est en dimension infinie, et donc on ne pourra jamais trouver une famille de vecteurs avec un nombre fini de vecteurs qui est génératrice de l'ensemble. C'est ça qui va créer des difficultés, c'est ça qui va faire qu'on va devoir non pas sommer sur un nombre fini, comme ici, on doit sommer sur deux vecteurs, on va devoir sommer sur une infinité de vecteurs. Et alors allons-y pour la définition, mais donc il va y avoir des vecteurs En, qui sont exactement les fonctions qui a x associé exponentielle inx, qui vont jouer le rôle de ces vecteurs de base. Donc allons-y, définition. On appelle En, pour n appartenant à z, on appelle En c'est donc un vecteur, de l'ensemble de l'espace vectoriel C espace vectoriel L2Cm. C'est bien une fonction, on va le voir, qui est continue par morceau, elle est même continue et de pi périodique. La fonction qui a t, j'aurais dû mettre un t ici, une notation jusqu'à présent, donc qui a t associé exponentielle int. Voilà, donc vous voyez, c'est très simple. On est en train de donner un nom à certaines fonctions absolument simplissimes. Ça, on peut difficilement faire plus simple comme fonction de pi périodique, en l'occurrence continue. Je peux même, la remarque, c'est que En, en fait, il est dans l'ensemble C. Et on va commencer par regarder les propriétés de ces fonctions En. Si j'essaie de vous donner ce qu'on appelle une base orthonormée, c'est-à-dire des vecteurs
donc si je suis en dimension finie, si vous êtes dans R3, R2, se donner une base orthonormée, c'est se donner une famille libre génératrice de vecteurs qui sont orthogonaux 2 à 2 et normés. D'accord ? Ça, c'est une famille orthonormée. Donc ici, on va se demander dans un premier temps si la famille des EN, elle vérifie cette propriété d'orthogonalité, c'est-à-dire que EN et EM pour n différents de M sont orthogonaux, et par ailleurs si elle est déjà normalisée. Okay, donc ça, je vais appeler ça proposition, je crois. Ok, donc une proposition, la famille EN pour n parcourant Z est orthonormée. Et qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est un rappel, hein, puisque c'est des termes que vous avez déjà vus dans le cadre de la dimension finie. Premièrement, pour tout n appartenant à Z, pour tout n appartenant à Z, si n est différent de M, alors eh bien, le produit scalaire de En avec Em est nul. Donc, autrement dit, les éléments de la famille En sont orthogonaux 2 à 2. Et deuxième point, la question c'est est-ce que cette famille est normée ? Donc, eh bien, c'est le cas ici. Pour tout n appartenant à Z, la norme de En, donc si vous voulez la taille du vecteur En, elle est bien égale à 1. Ok, donc allons-y pour la preuve de ça. Donc c'est simplement un calcul d'intégrale, donc ça ne va pas du tout être difficile. Donc, preuve. Donc le premier point. Alors en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire un calcul qui est valable pour n'importe quel n et m dans le premier temps. Donc je me donne n et m des entiers relatifs et je calcule En scalaire Em. Ça, par définition du produit scalaire, je vous rappelle que ça fait 1 sur 2pi l'intégrale de moins pi à pi de exponentielle int. Alors je vais peut-être l'écrire comme ça, En de t, m de t dt. Alors regardons ce que ça fait, ça. Ça fait 1 sur 2pi l'intégrale de moins pi à pi. Le En de t, par définition, c'est exponentielle int. Et le conjugué de e exponentielle int, c'est exponentielle moins int. Donc j'ai ceci. Et ça, je peux encore l'écrire de la manière suivante. C'est l'intégrale de moins pi à pi de exponentielle i n moins m t dt. Ok ? Donc poursuivons le calcul. Et ici, il va y avoir deux cas. La question, c'est est-ce qu'on est face à l'exponentielle at avec a qui est nul ou pas ? Et donc, si on se place dans le cas n différent de m, qu'est-ce qu'on obtient ? Eh bien, exponentielle at, ça s'intègre en 1 sur a exponentielle at. Donc c'est égal. On trouve que En scalaire Em, c'est donné par 1 sur 2pi. Donc 1 sur i n moins m exponentielle i n moins m t pris entre moins pi et pi. Désolé, on voit peut-être pas très bien ici, hein, mais donc j'ai mis 1 sur a ici, où a c'est i facteur de n moins m et exponentielle at. Et donc ça, si on fait le calcul, en fait, peu importe ce qui se passe au dénominateur, la constante, là, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est qu'on est en train de regarder la primitive d'une fonction de pi périodique en deux valeurs qui sont à un écart de pi l'une de l'autre.
Autrement dit, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a une fonction f de t, on est en train de regarder f de pi moins f de moins pi, et cette fonction f, elle est 2pi périodique, donc ces deux valeurs sont égales. Ici, on peut l'expliciter, mais exponentielle i n moins m pi moins exponentielle moins i n moins m pi, pardon, avec un moins pi ici, entre parenthèses. Donc ça, si on regarde ce que ça fait, ce truc-là, peu importe en fait le calcul explicite, si vous commencez à regarder ce que c'est que le cosinus et le sinus de ce truc-là, vous avez quelque chose qui n'est pas très... Enfin, en gros, il va falloir regarder ce que la parité de n-m, mais ce qui est important, c'est de voir que là, j'ai une fonction en pi moins f de moins pi, et que cette fonction est 2pi périodique, donc ces deux valeurs sont égales, il n'y a même pas besoin de les calculer. Donc ça, c'est la même chose, égal. Et donc ça, c'est égal à 0. Ok? Donc ça, c'était la première propriété. Maintenant, pour la deuxième, je vais constater que en scalaire en, alors moi je veux calculer, je vous rappelle que la deuxième propriété vous dit que ces vecteurs sont normés, donc que la norme de en est égale à 1. Donc eh bien j'y vais, je calcule la norme de en, ça par définition c'est la racine de en scalaire en. Alors peut-être que pour ne pas avoir à gérer la racine, pour l'instant je vais faire sans racine, je vais montrer que la norme de n au carré est égale à 1, et donc la norme de n sera égale à 1. Donc la norme de n au carré est égale à en scalaire en, mais ça je viens de faire le calcul, en scalaire en, arrivé ici, ça fait, ici j'ai n, c'est le cas où n est égal à m, donc ça fait exponentielle de i0t, c'est-à-dire 1. Okay, donc ça je peux peut-être l'écrire si vous voulez, c'est 1 sur 2pi, l'intégrale de moins pi à pi, l'exponentielle i, n moins n, t, dt, c'est-à-dire l'intégrale de 1 dt. Okay, donc je suis en train d'intégrer la fonction constante égale à 1 sur un intervalle de taille 2pi, donc cette intégrale vaut 2pi. Et donc finalement, j'obtiens bien que la norme de n au carré est égale à 1, et donc la norme elle-même est égale à 1. Okay, donc la preuve du fait que c'est une famille orthonormée, elle n'est pas difficile. C'est vraiment un calcul d'intégrale. Et là, on va parler un petit peu on va continuer à parler un petit peu de cette famille-là. On va travailler un petit peu pour essayer de montrer que cette famille-là est une base en un certain sens de l'ensemble de l'espace L2CM. Vous voyez ici, ce qu'on a obtenu, c'est simplement une famille orthonormée. Ensuite, alors, je vais être un peu plus précis. On va raisonner un petit peu comme d'habitude à ce stade. Si vous voulez montrer qu'une famille est une base orthonormale d'un espace vectoriel, muni d'un produit scalaire, vous allez d'abord montrer que la famille est orthonormée, ce qu'on vient de faire, vous allez montrer que la famille est libre et puis que la famille est génératrice. On va montrer que la famille est libre. Pour le côté générateur, ça, c'est là que c'est difficile parce que justement on est en dimension infinie. Okay, donc vous n'avez plus un argument du style « Ah, dans le nombre, dans la famille, j'ai autant de vecteurs que la dimension de l'espace, donc c'est forcément une base. » On n'aura plus cet argument à notre disposition. Malheureusement, on va devoir admettre un certain nombre de choses dans ce cours. Et c'est en L3 et L3, M1, si vous faites vraiment de l'analyse fonctionnelle, que ces choses-là deviennent, qu'on peut les démontrer vraiment de manière très, très rigoureuse et très claire. Ok, donc allons-y pour le côté famille libre. Et donc ça va, en fait, le fait que ce soit une famille libre, ça va procéder directement de son caractère, du fait que c'est une famille de vecteurs 2 à 2 orthogonaux. Ça marche comme en dimension finie en fait. Donc c'est un corollaire. C'est que la famille En est libre. Alors, comment je vais énoncer ça? Alors ça se démontre pareil, mais il faut définir ce qu'on entend par libre dans ce cadre de dimension infinie. La famille est libre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, donc je définis au passage dans le corollaire ce que j'entends par une famille libre dans ce cadre. C'est-à-dire quoi? Que quelle que soit une combinaison linéaire finie des En, okay, donc des En, je vais sommer E1 plus 12 E3 moins 57 E29. Okay, donc je prends une combinaison linéaire. Et le côté libre, c'est de dire que si jamais cette combinaison linéaire est l'élément nul de l'espace, c'est-à-dire la fonction nulle, alors nécessairement, c'est qu'en fait chacun des coefficients était nul. Autrement dit, il n'est pas possible de trouver des valeurs. C'est pas possible que je trouve
des valeurs, par exemple, telles que je trouve 2E2 moins 3E43 plus 12E72 égale 0. C'est pas possible. Okay, donc c'est-à-dire pour toute alpha moins n plus 1, etc. jusqu'à alpha n moins 1, alpha n. Donc vous voyez ici des vecteurs, des scalaires, j'en prends exactement 2n plus 1. Et je vais sommer les... écrire ça comme ça. Allez, avec des n. Si je somme les en avec... Si je prends une combinaison linéaire finie des en qui est définie par les alpha n ici, donc la somme pour n allant de moins n à n, si jamais cette somme est nulle, hein, pensez vraiment au cas de la dimension finie. Si vous sommez des éléments d'une famille libre, vous prenez une combinaison linéaire d'une famille libre et que vous tombez sur 0, c'est qu'en fait, les scalaires définissant la combinaison linéaire étaient tous nuls. Et bien là, on a la même chose. Ça impose que alpha n égale 0 pour tout n appartenant à moins n. Ok, je répète, quelle que soit la combinaison linéaire que vous vous donnez, là je l'ai prise symétrique, hein, c'est-à-dire que ça s'arrête à moins n et ça va jusqu'à grand n, mais du coup c'est facile de voir que la définition j'aurais pu la prendre de manière non symétrique. J'aurais pu commencer à alpha moins 12 et m'arrêter à alpha 39, là, ça donnerait la même définition en fait. Hein. Vous pouvez le vérifier. Bien, donc pour le démontrer ça va être très facile. Pourquoi ? Donc je suppose que j'ai des alpha n et que cette somme fait 0. Ok, et je fixe. Mon but c'est de montrer que alpha n est égal à 0 pour tout n. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fixer un m et je vais essayer de montrer que alpha m est égal à 0. Soit m appartenant à moins n, montrons que alpha m est égal à 0. Et bien l'idée, comme en dimension finie, c'est de prendre ça, ce n'est finalement qu'un vecteur de l'espace L2CM, et je vais prendre son produit scalaire avec EM. Okay, donc je vais regarder somme des alpha n en pour n allant de moins n à n, et je vais faire le produit scalaire de ce vecteur avec le vecteur E petit m. L'idée étant que quand je vais faire ce produit scalaire, tous les termes vont être nuls sauf 1. Pourquoi ? Parce que déjà, par linéarité, ça je peux écrire que c'est la somme pour n allant de moins n à n des alpha n en scalaire en. Ok ? Et c'est là que maintenant c'est l'orthogonalité de la famille en, c'est-à-dire que les en scalaires en sont tous nuls, sauf dans un cas bien précis, le cas où petit n ici, je somme de moins grand n à grand n, il va y avoir un des petits n qui est égal à petit m. Ok ? Donc ça, il n'en reste qu'un. Il me reste seulement alpha m, em, scalaire em. Bon, et puis par ailleurs, ça je sais que ça vaut 1. Peut-être écrire une ligne, ça c'est alpha m fois la norme de em au carré, c'est-à-dire alpha m. Mais par ailleurs, cet objet-là, je sais qu'il est nul. Hein. Ce vecteur-là, j'ai supposé, c'est l'hypothèse, j'ai supposé que c'est le vecteur nul. Donc ça vaut 0 scalaire em, c'est-à-dire 0. Donc j'ai d'une part, je devrais peut-être le faire comme ça, j'ai d'une part 0 égale ça, et est égal à alpha n. Donc c'est ce que je voulais montrer. Okay, donc ça démontre la liberté de la famille des alpha n. Ok. Donc maintenant, voyons voir un petit peu ce que je voulais vous raconter. Ok. Donc je finis par une sorte de remarque. Hein, donc là, à nouveau, c'est de l'ordre un petit peu de l'explication de où on en est. Donc, si vous avez une famille orthonormale et génératrice dans un espace de dimension finie, vous avez envie d'écrire, vous avez un espace de dimension D et vous avez une famille
orthonormale génératrice, pardon, orthonormée. Alors, orthonormale, ça veut dire qu'elle est orthonormée et génératrice. Mais donc, si vous avez une famille qui est orthonormée et génératrice ou orthonormale, ce qui est la même chose, vous pouvez toujours écrire que si l'espace est de dimension d, que x c'est la somme pour n allant de 1 à d des x scalaires en. Donc vous voyez que si vous arrivez à quand vous décomposez x selon la base en, ce qui apparaît comme coefficient, c'est les x scalaires en. Du coup, maintenant, nous, dans le problème qui nous intéresse, à savoir qu'on part d'une fonction f et qu'on se demande si on est capable d'écrire f comme une combinaison même infinie des en, vous voyez que, naturellement, si on est capable de l'écrire comme une combinaison, on s'attend à ce que les termes qui apparaissent dans la combinaison, donc là c'est pareil, c'est entre guillemets, si je suis capable d'écrire ça, somme des Cn en, bah, je m'attends à ce que ça, ce soit nécessairement f scalaire en. Ok ? Et donc, ça conduit exactement à la définition suivante, à savoir les coefficients, donc définition. Alors, en fait, je vais m'arrêter là pour cette séquence, mais vous voyez que, je répète, hein, si je pense pouvoir décomposer f comme ceci, eh bien, c'est naturel de penser que les coefficients qui interviendront dans la décomposition de f sont les f scalaires en. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler les coefficients de Fourier de la fonction, et c'est à la base de la séquence qui vient juste après.